Ça marche. Bonsoir à tous, ici Piero San Giorgio. J'ai le grand plaisir ce soir d'accueillir Philippe Murer, économiste, consultant, auteur, notamment de son dernier livre qui vient de sortir, Sortir du capitalisme du désastre, tout un programme. Et je me réjouis de vous accueillir ce soir. Bonsoir Philippe. Bonsoir Pierrot et bonsoir à tous les auditeurs. Beaucoup de Suisses, j'imagine. Des Suisses, des Français, beaucoup de francophones, évidemment, mais surtout des personnes extrêmement et même vitalement intéressé à l'économie, puisque l'économie est ce qui nous fait vivre. J'ai commis un livre il y a une dizaine d'années qui s'appelle Survivre à l'effondrement économique. Et la raison pour laquelle j'ai mis économique et pas simplement l'effondrement, c'est parce que c'est l'environnement économique qui nous fait vivre. Et aujourd'hui, nous entrons, en tout cas, même les médias mainstream commencent à en parler, dans une période d'inflation. Alors, je vous pose, puisque vous êtes économiste, cette question. De quoi parle-t-on lorsque l'on parle d'inflation et peut-être même de surinflation, d'hyperinflation? Alors, quand on parle d'inflation, c'est la hausse des prix de détail, hein, parce qu'il y a deux hausses des prix. Soit on regarde la hausse des prix de détail, soit on regarde la hausse des prix à la production. Mais cela ne concerne pas les consommateurs. Les consommateurs payent les prix de détail. Alors, cette hausse des prix de détail, effectivement, elle commence à devenir assez inquiétante aux États-Unis. 6,8% sur un an. Là, on en est là aujourd'hui. En France, ensuite, j'ai vu que c'était, je vous avoue que je suis peu les données suisses, mais on est assez faible, autour de 1,5%. En France, on est à 3,5%. En Allemagne, à 5%. C'est énorme pour l'Allemagne. Et en Chine, on est à des niveaux de 2%. Donc, c'est des niveaux importants, mais il ne faut pas non plus s'emballer. Alors, il faut regarder aussi ce qui s'est passé. On a eu en fait un V, on a eu un plongeon quand on a fermé l'économie pour le Covid et un redressement tout aussi rapide quand on a tout réouvert. Donc, pour vous dire, pour faire un petit point d'une photo où on en est aujourd'hui, la France, l'Allemagne et l'Italie, on est à peu près on a presque retrouvé le PIB de fin 2019 à 1% près. On est 1% en dessous. Les pays qui n'ont pas fermé ou moins fermé, comme la Suède et les États-Unis, eux, ils sont à plus 3%. Donc ça redémarrait fort. Et la Chine, encore beaucoup plus. Donc on a ce problème d'inflation qui arrive, on va en parler, et on a ce problème d'inflation donc de prix au détail, mais aussi d'inflation de prix à la production, qui est encore plus inquiétant si on le regarde. C'est l'inflation des prix à la production manufacturière, donc de l'industrie. En France, on a 12%, en Allemagne 18%, aux USA 16% sur un an et en Chine 13%. Voilà. Bon, sachant quand même que l'industrie est une faible part de notre consommation, donc ça rassure. Aujourd'hui, après ce V, cette très forte baisse et cette très forte hausse, on voit que la croissance se normalise un peu partout dans le monde. Ça continue à pousser un peu, mais ça pousse beaucoup moins fort. Alors, pourquoi est-ce qu'on a eu cette inflation? Alors, c'est difficile à prévoir, hein, tout ça, mais ça a été des effets temporaires qui ont eu lieu tous en même temps. Bon, on a eu l'effet habituel, hein, l'énergie. Vous vous rappelez que le pétrole était à moins 16 dollars, coté à New York, ou moins 30 dollars, côté, pardon, pas à New York, à Chicago, sur les futurs pour le pétrole. Vous pouviez payer pour acheter du pétrole. C'est être payé pour acheter du pétrole. C'était extraordinaire pour des questions de stockage. Et depuis, le pétrole a explosé et là, il est à des niveaux qui sont assez naturels de 70 dollars le baril. On a eu pas, sur le gaz, ça a été encore plus violent. Et sur l'ensemble des matières premières, on a une reprise, comme on a toujours ce genre de reprise. En plus, comme on est dans la mondialisation et que tous les pays ont relancé au même moment, ont fermé, ouvert plus ou moins au même moment, on a une reprise synchrone, bien sûr, ça sature un peu les besoins de production. Et puis, on a eu les transports aussi qui étaient complètement bloqués. Les bateaux de la Chine vers les États-Unis et l'Europe étaient complètement pleins, et même des bateaux un petit peu sur toute la planète étaient pleins. Donc aujourd'hui, en tout cas, tous ces facteurs se calment. C'est-à-dire que l'énergie, maintenant que le pétrole a retrouvé un niveau très élevé, que le gaz est cher, que les matières premières sont chères, que le transport a été cher, bien, tout ça, ça rebaisse tranquillement. Les transports, ça rebaisse même de façon importante. Donc, c'est assez rassurant en termes d'inflation. Deuxième chose, pour qu'il y ait une inflation pérenne, il faut qu'il y ait des hausses de salaire. Parce que là, on a une poussée d'inflation, hein, qu'on prend tous dans le portefeuille, qui nous coûte en termes de portefeuille, mais il faut il faut regarder la hausse de salaire qui s'ensuit. Aux États-Unis, on a une baisse, grosso modo, de 2% du pouvoir d'achat. Donc les salaires montent 2% moins vite que l'inflation. En France et en Allemagne, c'est aussi 2% de baisse de pouvoir d'achat. Donc la conclusion logique,
c'est qu'en fait, cette poussée d'inflation est en train de coûter aux consommateurs du monde entier, hein, tous les citoyens du monde qui ont besoin de consommer. Et en fait, cette baisse de pouvoir d'achat va entraîner une baisse de la consommation et un ralentissement du PIB, de la croissance et de toutes les tensions inflationnistes. Moi, c'est mon point de vue. Je peux me tromper. Et en fait, soyons humbles pour une raison. C'est qu'en fait, on est un peu dans une situation de plus en plus proche du chaos, à cause de chaînes de valeur de la mondialisation qui sont très importantes, du fait que les patrons, les boîtes sont très financiarisées, donc ils commandent tous juste à temps, dernier moment. Donc quand tout le monde commande juste à temps à quelques fournisseurs, ça pose problème pour certains produits, par exemple les puces. On a eu les pénuries dues au Covid avec des fermetures qui ont bloqué pour des endroits spécifiques de la chaîne de valeur. Et puis enfin, on a la compétence des dirigeants. Alors, je vais m'expliquer, puisque je dis des choses pas bien de dirigeants, donc je vais expliquer ce que je veux dire. Premièrement, la Chine, par exemple. Xi Jinping a décidé de complètement cet été couper l'électricité au charbon, les approvisionnements des centrales électriques au charbon, pour faire de l'électricité plus propre. Sauf qu'il ne pouvait pas le faire. Donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il n'y avait pas assez d'électricité. On a fait fermer toutes les industries en Chine de façon tournante et on a eu une baisse de 10% de la production industrielle sur 2 mois. Vous voyez, c'est quand même un vrai niveau d'incompétence. Et Xi Jinping a tout relancé un mois après en voyant la catastrophe qu'il avait semée. À plus long terme aussi, on a des choses qui sont très embêtantes concernant le pétrole. Le pétrole, vous savez, c'est 40% d'énergie consommée sur la planète. Il ne faut pas l'oublier. Hein. Ce n'est pas les éoliennes et le nucléaire. La part la plus importante, c'est le pétrole parce qu'on en consomme partout. Or, il y a une idéologie dont on parlait juste avant l'émission, juste 2 secondes au téléphone, c'est l'idéologie écologique d'une manière où, en fait, on va faire par le marché, en fait, par le mécanisme magique du marché, en faisant monter les prix de pétrole, eh bien, on va faire que les gens consomment de moins en moins de pétrole. Alors, ça ne marche pas aussi simplement que ça, il y a une élasticité, puis surtout, il y a une volonté dans le monde entier de dire n'investissez pas dans le pétrole. Aux banques, ne prêtez pas aux boîtes pétrolières. Le problème, c'est qu'en fait, il y a un vrai risque de manque de pétrole. Et quand les marchés financiers qui sont très myopes, très aveugles, s'en rendront compte un jour, eh bien là, vous avez un triplement du prix qui est possible. On peut passer à 200-300 $ le baril. Donc ça peut faire un vrai chaos parce que les prix vont monter jusqu'au moment où ça fera baisser la consommation. Donc il faut qu'ils explosent complètement. Ce n'est pas pour faire peur que je dis ça. Et là, moi je le dis, mais il y a le PDG d'Aramco qui l'a dit. Il y a le PDG de Total qui est une entreprise française, contrairement à ce que croient les gens. Ils ne font pas du lobbying pro-pétrolier. En fait, Total veut passer aux énergies propres. C'est une boîte intelligente. Ils ont compris qu'il fallait passer aux énergies propres. Ils ont racheté numéro 2 mondial, numéro 2 américain des panneaux solaires il y a quelques années. Et ils ont envie de passer aux énergies propres. Ils savent que le pétrole, c'est le passé et ce n'est pas l'avenir. Donc, eh bien, ces gens-là disent aussi qu'il va y avoir un problème. C'est-à-dire, c'est bien de ralentir l'offre de pétrole, mais si vous ralentissez pas la demande, on va avoir un problème. Donc, on a une incompétence des dirigeants qui crée un bémol avec une possibilité de chaos et un risque d'inflation qui partent comme ça sans qu'on s'en rende compte. Mais le plus logique, c'est que ça se normalise et que la croissance se calme. Mais les cocus de l'histoire, ce sont les consommateurs, les petits gens qui voient leur pouvoir d'achat baisser. Alors, il y a une épée de Damoclès dans ce qui n'est pas. Et j'avais écouté votre débat avec un ami, avec Olivier Delamarche, qui était passionnant récemment, et et en fait, il y a cette épée de Damoclès, c'est que l'augmentation de la masse monétaire, qui certes ne circule pas beaucoup, peut-être vous pourrez nous l'expliquer pourquoi, a été considérable, a été gigantesque ces 50 dernières années, mais surtout ces 10 dernières années, depuis la crise de 2008. Or, cet argent ne circule pas, il a l'air d'être bloqué et faire gonfler des actifs immobiliers, mais surtout boursiers, et que le trickle down, donc le suintement, je ne sais pas quel est le mot français juste. Le ruissellement, on dit en français. Ruissellement. Le suintement, c'est peut-être plus. Le ruissellement, c'est ce qu'on aurait espéré. Un peu gore, le suintement, oui. Oui, oui. Ce ruissellement ne se fait pas. Et s'il devait se faire, là, on rentre, parce que ce ne sont quelques centaines de milliards qui ont été injectés sous forme de chèques aux États-Unis, notamment sous forme de chèques Covid, etc. Là, on parle de dizaines de trilliards de dollars qui ont été injectés en 10 ans, même beaucoup plus, j'imagine. Si les boomers qui partent à la retraite vendent leurs actions pour financer leur train de vie, etc., ce qui n'a pas l'air de le cas en ce moment, puisqu'ils sont tous chez eux. Mais
est-ce que là, on n'a pas une immense bombe thermonucléaire potentielle? Alors, je vais essayer de prendre, parce qu'il y a plein de questions, c'est intéressant, et puis n'hésite pas à me relancer, n'hésitez pas à me relancer. Alors, première chose, pourquoi est-ce qu'en fait, il y a eu de la création de monnaie complètement folle qui a été faite, d'argent magique en fait? C'est de l'argent public des banques centrales qui sont injectés dans les marchés financiers. Et pourquoi? Parce qu'après la crise de 2008, en fait, les États-Unis, s'il n'y avait pas eu des choses comme ça, auraient été quasiment en faillite. L'endettement était gigantesque, public, il était important, privé, il était énorme, immobilier, des entreprises. Donc, il y avait des problèmes d'endettement partout. La seule chose qu'a pu faire la Banque centrale américaine, c'est déjà de mettre les taux à zéro, mais même les taux à 0%, l'économie américaine, ça, elle ne supporte pas. C'est déjà trop. Donc, en fait, ils se sont mis à racheter des actifs pour faire monter les marchés financiers et faire que la dette soit soutenable. Ce qui permet d'ailleurs d'avoir une dette publique qui se finance maintenant autour de 0 ou 1% partout dans les grands pays du monde. Et les dettes privées aussi, puisqu'ils achètent aussi, il faut bien le savoir, avec cet argent public, des dettes privées de milliardaires, de grandes entreprises multinationales qui en profitent pour avoir des taux d'endettement qui sont proches de 0%. Donc ça montre la faiblesse insigne en fait de nos économies. Ils ne supportent plus que des taux à 0%, et même moins que 0% finalement, puisqu'il y a ces injections de monnaie. Et parallèlement, d'ailleurs, les banques reçoivent de l'argent à taux négatif. C'est-à-dire que la Banque centrale prête notre argent à nous, notre argent de citoyen, l'argent public, 1000 milliards d'euros, par exemple, la Banque centrale européenne a prêté aux banques européennes à taux négatif. Donc, on vous paye pour des intérêts, alors même que c'est vous qui empruntez. On vous paye, on vous donne de l'argent, ce qui leur permet effectivement d'acheter plein d'actifs et ce qui fait monter les marchés financiers et bien entendu aussi l'immobilier. Je crois que c'est un peu pareil en Suisse, hein, de toute manière. C'est exactement la même chose en Suisse. En plus, les Suisses sont assez malins. Ils font un ajustement de leur taux de change. Bon, c'est un peu plus compliqué, mais ça les oblige aussi à injecter beaucoup d'argent dans les marchés financiers. Ils sont obligés de suivre, en fait, les autres. Mais au moins, ils ne détruisent pas leur industrie en ayant un taux de change qui soit mauvais. Ils protègent leur industrie. Ça, c'est quelque chose de très important. Donc, on a une explosion depuis 10 ans des marchés financiers et de l'immobilier. Donc, c'est la fête des riches, en fait. C'est vrai que pour les pauvres, en tout cas en Europe, hors Suisse, probablement, c'est assez dur, hein, parce que la Suisse, on voit qu'il y a encore beaucoup de prospérité. On en parlera d'ailleurs, parce que justement, la Suisse est un exemple pour le monde entier par son modèle de développement, d'une certaine manière, en tout cas pour moi. On n'est plus du tout, en fait, la Suisse n'est plus du tout un pays qui vit de la rente bancaire, du secret bancaire. La Suisse vit, en fait, de son industrie. Elle a l'industrie la plus En fait, puissante du monde par habitant. d'une réputation un peu surfaite, mais elle ne l'a jamais vraiment été. La banque reste entre 5 et 10% de l'économie maximum. Oui, tout à Voilà. fait. Et de plus en plus, elle devient de plus en plus faible par rapport au reste des activités en plus économiques. C'est pas de là qu'ils tirent leur croissance. C'est vrai que c'est un mythe qui s'est dégagé là-dessus. Donc, c'est la fête des riches depuis 10 ans parce que cet argent, en fait, n'est pas envoyé dans l'économie réelle pour tout le monde, elle est envoyée juste aux riches. Alors, est-ce qu'elle pourrait descendre à un moment donné? C'est possible, mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Elle reste coincée parce que les riches consomment entre eux, ils consomment des produits de luxe. Si vous avez regardé, le prix des produits de luxe, par contre, a beaucoup augmenté. Le prix d'un portefeuille Louis Vuitton a été au moins multiplié par 2 ou 3 en 20 ans, beaucoup plus que le prix d'objets usuels. Et le prix de l'immobilier a explosé aussi partout dans le monde parce que ce sont des produits d'investissement qu'achètent les riches, en fait, très clairement, et les actions aussi. Alors, quel est le risque ensuite que ça descende? En fait, il faudrait qu'il y ait un changement radical de l'économie pour que ça se passe, quoi, en fait, hein. Donc pour le moment, on n'est pas là-dedans. Donc ça ne va pas se passer comme ça, quoi, en fait. Il faudrait qu'il y ait une crise très violente qui arrive. Alors justement, votre dernier livre parle de capitalisme du désastre. Donc, qui dit désastre dit potentiellement crise violente, ponctuelle, locale ou systémique ou à plus grande envergure. Comment vous voyez ce capitalisme du désastre? D'abord, pour vous, c'est quoi la définition de capitalisme? Alors, le capitalisme, en fait, c'est une bonne question, parce qu'en fait, ce n'est pas si simple que ça. Disons que l'économie de marché, c'est quand on échange des biens sur un marché en fonction de l'offre et la demande. En fait, si vous pensez, l'économie de marché, elle existe depuis très très longtemps. Même quand des paysans français allaient à la foire vendre des produits ou acheter des tissus, on était déjà en économie de marché. Et vous voyez que le marché était peu de choses dans la vie des gens. Ils autoconsommaient beaucoup
Et puis, il n'y avait pas de phénomène d'accumulation, surtout qui caractérise le capitalisme, où des gens accumulent de plus en plus d'argent, de plus en plus d'unités de production. Et c'est ça le capitalisme, c'est qu'on a ces phénomènes d'accumulation très importants. Alors, quand je parle de capitalisme du désastre, en fait, ce n'est pas seulement le désastre économique. J'ai fait un livre où j'ai essayé de remonter à la source, de regarder ce qui se passait, de remonter à la source et de comprendre, parce que j'avais le sentiment avec mon ami Pierre-Yves Rougiron du Cercle Aristote que on était dans un capitaliste, rentré dans un capitaliste qui crée un désastre partout. C'est d'ailleurs un désastre économique, un désastre social, un désastre humain. Il faut savoir que, par exemple, en France, aujourd'hui, l'économie, ce système est tellement fou qu'il rend les gens malades, les salariés malades. On a 3 millions de personnes en burn-out en France, sur 25 millions de salariés. C'est gigantesque. Et des millions et des millions de personnes qui sont en très grand stress de travailler dans les entreprises. Donc ce système crée un désastre humain, il crée un désastre écologique, pas besoin de le préciser, tout le monde voit lequel. Et même, je suis allé plus loin, puisque j'avais lu quelques livres que j'ai apporté pour mon bouquin. Il crée aussi un désastre anthropologique, c'est-à-dire qu'il change complètement la façon dont la société est structurée, et pour le pire. Donc c'est un désastre global, c'est-à-dire que l'économie a de l'influence effectivement sur l'ensemble de la société maintenant, et pour le pire, quoi. Alors de là, puisque je crois qu'on pourrait, je n'ai pas encore lu votre livre, je le précise, mais je suppose que vous, parce que je vous ai entendu dans d'autres conférences, parler aussi de ce capitalisme de connivence, qui à partir du moment où un État devient très fort, il est aisé, en tout cas moi je le vois partout, il est aisé d'acheter, de corrompre cet État pour créer des conditions légales, mais aussi environnementales au sens large, pour faciliter ceux qui ont fait cet achat. Et donc, comme disait, je ne sais plus quel politicien, il y a déjà au 19e siècle, disait le meilleur investissement qu'une entreprise peut faire, c'est dans un politicien. Et je me souviens, lorsqu'il y a peut-être une quinzaine d'années en Italie, lorsqu'il y a eu le tremblement de terre d'Aquila, il y avait eu ces scandales où, du fait de l'excuse d'aller aider les gens qui n'avaient plus de maison et il fallait construire des logements temporaires, les lois de protection de l'environnement ont été passées outre. Et comme par hasard, des grands groupes italiens ont pu construire dans des zones qui jusque-là étaient protégées, des hôtels au bord de mer très rapidement. Et on a senti qu'ils étaient dans les starting blocks. Et dès que le tremblement de terre est arrivé, ils ont pu faire ces investissements qu'ils ne pouvaient pas faire avant. De là, alors évidemment, ce ne sont pas les entreprises qui provoquent des tremblements de terre, pour l'instant, mais en tout cas, de là à dire qu'on pourrait provoquer des crises, suivez mon regard, pour pouvoir utiliser ce désastre pour accélérer une prédation économique en utilisant l'État pour faire des lois qui vont dans leur sens. Évidemment, toute ressemblance à des industries pharmaceutiques serait totalement fortuite. Est-ce que cela n'est pas une fuite dans quelque chose qui va être simplement abominable pour les gens qui n'ont pas du tout les moyens de se préparer, et de prévoir ces catastrophes dont ils seront en fait les victimes? Oui, c'est clair, c'est clair. Le désastre anthropologique dont je parlais, justement, il y a un texte qu'il faut vraiment lire, je vais pas, qui est très très puissant, qui s'appelle Qu'est-ce que le libéralisme de Frédéric Guillot, qui est un texte remarquable qui fait 5 pages, et donc j'encourage tous les gens à les lire pour expliquer comment le libéralisme, en fait, global, c'est-à-dire aussi bien économique, mais le fait qu'en fait, parce que depuis 200 ans, il y a une seule valeur qui nous guide, et une seule valeur suprême, c'est la liberté, finalement. Et cette liberté pure et dure, finalement, quand c'est sans articulation avec les autres principes humains, in fine, eh bien, ça aboutit à un système, et c'est une mécanique absolument imparable que nous démontre Frédéric Guillot, aboutit à un système où finalement tout le monde est écrasé. On a un Moloch économique avec des gens qui sont le carburant et des gens qui sont écrasés dans les rouages. Et en fait, c'est quelque chose de profondément diabolique qui est en train de se passer, effectivement. Et on le voit, ça résonne quand je dis diabolique. Je pèse mes mots, hein, je suis agnostique, mais effectivement, ce qui s'est passé dans cette crise est extrêmement violent. Alors, je vais le dire en 2 étapes. La première étape, si vous voulez, c'est que l'ultralibéralisme, la mondialisation, le capitalisme financier, qui revient finalement à la liberté économique totale. Liberté de commercer avec tous les pays du monde, même si ça détruit, par exemple, les paysans en France. Les Suisses n'ont pas été idiots comme nous, même si ça détruit l'industrie en France parce que vous faites une ouverture totale. La liberté financière qui fait que la finance, en fait, prend la main sur l'économie.
Voilà, donc c'est la liberté guide suprême. On ne réfléchit plus à rien d'autre, alors que la finance doit être au service de l'économie et pas l'inverse. Le bon ordre des choses est ainsi. Donc, à cause de cet ultralibéralisme, il y a eu des puissances économiques absolument incroyables qui sont faites. Des puissances économiques. On pense aux Bill Gates qui ont une fortune de 100 milliards. Bernard Arnault, sa fortune nous paraissait importante dans les années 90. Il avait 10 milliards d'euros. Maintenant, il en a 150. On est dans ces ordres-là, quoi. Jeff Bezos et ces hyperpuissances économiques, en fait, ont un rôle. C'est qu'elles ont pris le pouvoir médiatique. Donc, pouvoir économique, elles l'ont. Elles ont pris le pouvoir médiatique en achetant tous les médias en France. Et dans beaucoup de pays du monde, c'est ainsi. Aux États-Unis, c'est la même chose. On se rappelle de la campagne anti-Trump, c'est aussi lié à ça. Et puis, en prenant le pouvoir médiatique, elles ont pris une partie du pouvoir politique. Parce que les hommes politiques, vous savez, ils sont un peu démunis. Si les médias les aiment pas, ils vont être mal présentés. En tout cas, en France, c'est très violent, très mal présentés devant les téléspectateurs ou devant les auditeurs à la radio. Et donc, ils vont être mal vus par les gens. Et puis, les interviews vont être désagréables. Et puis, ils vont pas être beaucoup invités non plus. Donc en fait, c'est mauvais pour eux. Et puis, même le pouvoir économique, moi, je connais pas mal d'anecdotes dans le milieu parisien. Il y a des hommes politiques qui sont effectivement achetés. La dureté des temps faisant qu'ils vont faire en sorte de placer leur petit rejeton dans une grande multinationale française. Alors que ce petit rejeton ne devrait pas y être, mais bon, la multinationale a beaucoup d'argent et ils peuvent placer quelques personnes. Notre Premier ministre, Édouard Philippe aussi, qui part du gouvernement français pour immédiatement se faire payer 45 000 euros par an pour aller faire 10 conseils d'administration chez Atos, évidemment que c'est une forme de corruption différée qu'on a là. Donc, ce pouvoir économique a pris la main sur le pouvoir médiatique, sur le pouvoir politique, et en fait, ce pouvoir économique est très, très puissant, quoi. Voilà. Donc, après cela, effectivement, cette crise du Covid, le Covid est sans doute arrivé un accident de laboratoire, très probablement. Hein. Bon, on n'a aucune certitude, personne n'a voulu faire la lumière dessus, clairement. Mais en tout cas, cet accident, mais il a été utilisé par des gens, effectivement, et c'est quelqu'un qui est suisse-allemand, je crois, qui nous le dit très bien dans son livre La Grande Réinitialisation. Je parle de Klaus Schwab, le patron du Forum de Davos. Il est allemand. Mais bon, Pardon? il est allemand, je le connais. Ah, d'accord, je croyais qu'il était suisse-allemand. Erreur de ma part. Il est d'origine du nord de l'Allemagne. D'accord. Ouais, donc pas très loin, mais en tout cas, il s'est basé effectivement en Suisse pour son temps. Je crois que ce groupe de gens-là n'ont plus de nationalité, ils sont au-dessus de… Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Et ce bouquin, je vais vous le résumer, je l'ai lu très attentivement, et il donne la clé, en fait, de cette crise. Ils disent la mondialisation est une catastrophe économique. Donc, la personne qui a encensé la mondialisation pendant des dizaines d'années reconnaît enfin que c'est une catastrophe économique pour les classes populaires et moyennes des pays occidentaux. Il dit, bon, bah, ils sont très en colère. Hein. Ils ont voté pour Trump à cause de ça. Et ça, c'est très, très mal. C'est le mal absolu parce que c'est le retour des nations. Ils ont voté aussi pour le Brexit. Et ça, c'est très, très mal. C'est le retour des nations avec le Royaume-Uni. Et puis, ça a créé les gilets jaunes en France. Attention, tout ça, c'est très dangereux. Et puis après, il ne vous explique pas pourquoi, mais d'un coup, il vous dit bah, il faut une société de surveillance numérique. Ça va être formidable pour vous, vous allez voir. Et vous comprenez très bien qu'il craint cette colère absolue des citoyens et que la chose, en fait, c'est un aveu de faiblesse de ces gens-là. Ils veulent continuer ce système alors qu'ils sont déjà riches à mourir, mais ces gens-là ont une psychologie absolument petite, ridicule. Ils sont riches à mourir, mais ils veulent toujours plus. Donc, en fait, ils ont décidé de surveiller numériquement les gens parce qu'ils ont peur du grand déclassement. Ils ont peur, en fait, qu'il y ait, les élites en général ont peur qu'il y ait un changement complet et qu'elles ne se retrouvent plus parce qu'elles ont défendu beaucoup trop la mondialisation et la financiarisation des systèmes qui vont se retourner, iniques. Et donc, ils ont peur de ça. Et donc, comme ils ne veulent pas perdre leurs privilèges, eh bien, ils prennent ces instruments de surveillance numérique. Le pass sanitaire, ça ne sert qu'à ça. Le vaccin, pour moi, ça ne sert qu'à ça. Voilà. Mais vous savez que Klaus Schwab, il le dit dans son bouquin. En avril 2020, mai 2020, il dit le vaccin. En fait, tous les gens qui vont parler de traitement. Continuez, j'arrive, juste une seconde. Allez-y. Je vous en prie. Il n'y a pas de souci. Donc, il nous dit quand même, c'est extraordinaire, ce monsieur qui ne connaît rien à la médecine, dit dès mai 2020, quand il écrit le livre, qu'en fait, tous les gens qui proposeront des traitements contre le Covid sont des charlatans.
et que cette crise va durer 1 an et demi, qu'il faudra les vaccins, que c'est ça qui va nous sauver. Donc cette espèce de préscience qui nous dit, c'est quand même bizarre de savoir tout ça, quoi, effectivement. Et le vaccin ne sert absolument à rien. Par contre, il sert à vous habituer au pass sanitaire, au contrôle numérique. Et ça, c'est la clé. C'est ce monde horrible vers lequel on va, où ces gens très petits, psychologiquement, tout à fait ridicules, veulent surveiller numériquement les humains, par le pass sanitaire sur les loisirs, par la monnaie numérique qui va arriver en Europe en 2023, notamment l'euro numérique sur les achats et l'identifiant numérique sur Internet. Si vous êtes habitué aux signaux faibles, vous vous êtes rendu compte qu'on n'arrête pas de parler de cyberattaques. Il n'y a pas de cyberattaque. On n'arrête pas de vous dire qu'il y a des cyberattaques qui vont arriver. Et c'est quoi les cyberattaques? C'est le truc qu'on va vous sortir pour vendre l'identifiant numérique qui fait que vous serez obligé de montrer à l'État qui vous êtes et ce que vous faites sur Internet tout le temps. Et en plus de cela, l'État, évidemment, pourra vous déconnecter numériquement d'Internet complètement. Déconnecter d'Internet, déconnecter de votre argent et de vos achats, déconnecter en fait aussi de vos loisirs par le pass sanitaire. En gros, on peut vous déconnecter et vous tuer socialement. Les élites sont en train de prendre beaucoup de précautions pour pouvoir déconnecter les mauvais citoyens, entre guillemets. Alors, la question inévitable, c'est... Enfin, j'ai plein d'idées parce que j'ai une imagination fertile, mais selon vous, quels peuvent être à ce moment-là les outils, j'allais dire les armes, les moyens pour la population qui, et vous l'avez mentionné, si aujourd'hui quelques milliers de personnes possèdent 50% de la richesse, en tout cas financière de la planète, dans le passé, ça donnait des fronts, ça donnait des révoltes, ça donnait parfois des révolutions. Des guerres parfois. Des guerres parfois aussi. Parfois des guerres, souvent écrasées dans le sang. La plupart des révoltes ont échoué dans l'histoire. Mais enfin, nous sommes aujourd'hui dans un monde globalisé. Une révolte de plusieurs populations peut amener à des effondrements économiques. Et donc, est-ce qu'on risque, par des révoltes d'une manière ou d'une autre, imaginons des gilets jaunes, mais en plus avec des fusils de chasse, oui, parce que bon, les fourches, c'est plus tellement à la mode, mais un gilet jaune puissance 100 détruit l'économie d'un pays. Et donc, est-ce qu'on tombe de la... On dit on est dans la padelle à la balage. Est-ce qu'on tombe d'un problème à un autre, encore pire? Qu'est-ce qu'on peut vraiment faire en sachant que probablement 60% de la population est totalement, de toute façon, inerte et acquise et se complète de toute façon dans l'esclavage et dans le... C'est pas si simple, moi je pense. Moi je vois mes amis, je trouve qu'ils sont désactivés. C'est-à-dire qu'ils sont de plus en plus mal, ils sont de plus en plus qu'ils ont un déni, donc ils sont désactivés. Donc en fait, il y a une partie de la population, moi je dirais, je reprendrai Jean-Dominique Michel, qui est l'anthropologue, qui segmente en 3. Il dit qu'il y a 30% de gens qui résistent à peu près, il y a 30% de gens attentistes au milieu, qui font les choses, mais qui sentent bien, ils ne sont pas tout à fait d'accord avec ce qui se passe, mais bon, ils suivent pour l'instant. Mais ils pourraient bouger. Et puis 30% de gens qui, eux, vont pas bouger, ils prennent du plaisir à cette situation et à faire les capots avec les autres. Bon. Donc, il ne faut pas s'occuper des 30%, il faut réunir les 60%, en fait. Les 30% de résistants qui vont convaincre les 30% d'attentistes. Je pense que vu la folie de la fuite en avant des élites, avec comme ils sont ratés sur ce vaccin, qui a beaucoup d'effets secondaires, qui ne fonctionnent pas, qui empêchent pas la... Nous, en France, on a le pic de contamination depuis le début de l'épidémie, on n'en a jamais eu autant de cas, et puis il y a plein de gens dans les hôpitaux, donc ça ne fonctionne pas. Donc leur fuite en avant, à un moment donné, elle leur coûte de plus en plus de gens, en fait, qui se retournent contre eux. Après, la clé, c'est l'organisation. C'est-à-dire que les gilets jaunes, il ne faut plus jamais refaire ça. C'était très bien, les gilets jaunes, mais c'était naïf. C'est-à-dire que les gilets jaunes croyaient que, en fait, en manifestant comme ça, les élites allaient prendre en compte le peuple. Les Français ont compris que c'est terminé, quoi. Donc les soulèvements, les jacqueries, etc., ne serviront à rien. Alors les manifestations, c'est bien pour montrer au pouvoir qu'il y a des gens en face, pour se retrouver, pour fraterniser, se socialiser, pour essayer de convaincre des gens, ça c'est très bien. Par contre, les jacqueries, ça ne peut pas marcher, il faut une organisation. Après, il y a deux possibilités. Mais il faut faire comme si on allait gagner par le vote, c'est-à-dire qu'il faut se mettre d'accord sur un nouveau projet politique. En termes de peuple, que le peuple se mette d'accord sur un nouveau projet politique. Après, il faut essayer de le faire passer par les urnes. Et si ce n'est pas possible, parce qu'il y a des tricheries dans les urnes, qu'il y a différentes choses, eh bien, ça se finira autrement. De toute manière, si les élites veulent tyranniser le peuple, au bout d'un moment, elles seront sorties avec les fourches. Malheureusement, et pour le moment, elles font ça. Elles sont dans cette direction-là. Elles seront sorties avec les fourches. On va espérer qu'elles soient plus sages que ça
et qu'elle laisse un peu respirer la société, quoi. On va pas en dire plus pour ne pas être justement, pour pas finir en garde à vue, mais on n'en pense pas moins et je crois que les gens qui nous regardent non plus. En revanche, je vous relance sur peut-être une question Bien sûr. pour nous amener à une conclusion. Les personnes normales qui ont un travail, qui ont peut-être investi dans une maison, peut-être deux, qui en louent une ou un appartement, qui ont peut-être, qui se posent la question, dois-je emprunter en ce moment? Donc, que puis-je faire pour pérenniser mon emploi, qui sont souvent fiscalement extrêmement lourdement taxés aujourd'hui en Occident, euh, avec des variantes différentes selon les différents pays. Souvent, elles sont un peu démunies parce qu'elles sont face à cette machine étatique, à ces oligarques qui imposent leur volonté et qui ont des conséquences dans notre liberté quotidienne, qui effectivement essayent tant bien que mal de s'organiser, mais qui ne savent pas trop économiquement, pour en revenir à l'économie, comment essayer de moins subir ou de tirer leur épingle du jeu dans la situation actuelle. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Alors, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Pour vous dire, je peux peut-être vous dire, moi, ce que je pense qu'il risque de se passer. En fait, si vous voulez, là, économiquement, en fait, les oligarques ne sont pas très intéressés par relancer vraiment l'économie. Ils sont intéressés par relancer la finance, c'est-à-dire l'immobilier, les marchés financiers. En fait, en face d'un appauvrissement réel de pays occidentaux, je ne parle pas de la Suisse qui est dans un cas différent, il y a un enrichissement artificiel. Pourquoi? Parce que la vraie richesse d'un pays, c'est l'industrie. Justement, je voulais vous le dire, et ça, c'est intéressant parce en plus, quand on parle avec des Suisses, la Suisse, en fait, j'ai trouvé un graphique d'un économiste qui s'appelle Claude Sicard, un économiste français, très intéressant, qui met en ordonnée du graphique le PIB par habitant, la prospérité du pays, grosso modo le revenu de chaque habitant, et la production industrielle par habitant, pour comparer tous les pays du monde. Et en fait, on se rend compte qu'on a une droite, avec un coefficient de corrélation de 93%, quasiment une droite. Le pays qui est tout en haut, c'est la Suisse. C'est lui qui a le plus d'industrie. Il y a 2 fois plus d'industrie en Suisse qu'en France. Ce qui explique la richesse de la Suisse, tout simplement. Tout en bas, vous avez les pays du tiers-monde qui n'ont aucune industrie, ou de la micro-industrie. Puis au milieu, vous avez tout un peu décalé de la Suisse, vous avez le Japon, Canada qui font attention à l'industrie, puis la France, les États-Unis, l'Allemagne, tous ces pays-là, et puis les pays intermédiaires, Russie et tout. Donc en fait, la clé de la prospérité, c'est l'industrie. Or, avec les accords de libre-échange, avec la mondialisation, avec la financiarisation, en fait, l'Occident est en train de détruire son industrie, donc on est en train de se tiers-mondiser. Vous regardez comme une économie comme la France, on perd notre industrie, on prend des petits jobs de touristes ou des petits jobs de pédaleurs, de gens qui pédalent à vélo pour livrer. Ça ressemble de plus en plus en fait à une économie du tiers-monde et clairement c'est le cas. Donc comment ça va se passer? Les élites ne lâcheront jamais parce que en fait les marchés financiers sont hyper instables. Ça va vous intéresser. Les marchés financiers sont hyper instables parce qu'en fait ils sont trop chers et qu'ils dépendent des achats par l'argent public des actions et de la dette publique. Sinon, tout s'effondre. En 2018, quand à un moment donné, le patron de la Banque centrale américaine a dit ah, je vais monter les taux de 0,25%, d'un coup, il y a eu un effondrement et pendant Noël. C'est-à-dire que Noël, c'est toujours une période bonne pour les marchés financiers. Et pendant Noël, en 2 semaines, on a perdu 15%. Et il a compris qu'il ne pouvait plus revenir en arrière et qu'il fallait toujours plus de drogue pour les marchés financiers. Alors, comment ça va se passer? Il y a 2 possibilités. Si les citoyens acceptent, on va avoir de plus en plus une production de plus en plus faible, de plus en plus d'artificialité dans l'économie, des prix immobiliers élevés, des prix d'actifs élevés donnent l'impression que ça va bien. Et d'un coup, il peut y avoir, quand les dettes sont trop importantes par rapport à la production, parce que la dette augmente en même temps, il peut y avoir un effondrement de la confiance des pays asiatiques, par exemple, qui sont les grands créanciers du monde, envers l'Occident. Il peut y avoir la Chine qui dit, bon, ben maintenant, c'est clair que c'est le yuan qui est la monnaie mondiale, et donc on tue le dollar, et dans ce cas-là, on laisse complètement tomber tous les marchés financiers d'Occident, on peut se le permettre. C'est une possibilité. Et à ce moment-là, vous avez ce qui se passe au Liban, en moins violent. Le Liban, c'est exactement ce qui s'est passé. On ne vous le dit jamais à la télévision, dans les radios, parce qu'on est en médiocratie maintenant. Je veux dire, dans les médias traditionnels, il n'y a rien d'intéressant qui est dit. Si vous voulez, le Liban, en fait, tout simplement, moi j'y suis allé, mais j'ai regardé juste les comptes du pays, il importait 10 fois plus qu'il exportait.
Donc il y avait une balance commerciale complètement déficitaire parce qu'il était aligné avec la monnaie libanaise, aligné avec le dollar. Ça tient, ça tient, ça tient. Il y a des gens qui prêtent en dollars, les dettes montent et d'un coup, tout s'effondre. Les Libanais viennent de diviser par 5 ou par 10, selon les gens, leur richesse. Ils n'arrivent plus rien à s'acheter s'ils achètent des biens importés, mais ces biens coûtent très cher parce que leur devise a été divisée par, je vais dire une bêtise, 5 ou 10, je ne me rappelle plus, mais c'est très très important, quoi, le niveau de baisse de la devise. Et donc à ce moment-là, il y aura de la pauvreté. Donc le citoyen individuel, il est face à 3 chaos possibles. Monétaire et financier, celui que je viens de décrire, et même la Suisse qui est quand même isolée parce qu'elle fait moins de bêtises. Le problème, c'est qu'elle fait partie du bloc occidental, donc elle sera forcément touchée. Le problème d'inflation, qui est un risque d'inflation, et puis le risque de chaos réel dont je vous ai parlé aussi avec le pétrole. Le prix du pétrole qui, à un moment donné, on n'est pas très 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 loin du pic pétrolier. Il y a un moment donné, on pourrait avoir le pic pétrolier et le pétrole qui explose. Donc, on a tous ces risques-là et ce n'est pas très confortable, effectivement, de les avoir. Pour se prémunir, financièrement, ceux qui ont des actifs, déjà mettent 10% de leurs actifs en or. Ça a toujours bien marché. Les gens qui ont fait ça pendant la crise de 1929, même si le Dow Jones s'était effondré de 80%, ont retrouvé toutes leurs billes et n'ont jamais perdu. C'est pas grand-chose, mais ça vous prémunit et vous avez peu de risques. Pour ceux qui sont plus techno, vous pouvez le mettre en Bitcoin, mais franchement, moi, je pense que c'est extrêmement risqué quand même. Bon, Cœur bien accroché. il faut avoir le cœur bien accroché. C'est stressant. Mais bon. Alors, c'est assez simple, en fait. Si vous regardez, vous avez des cycles de... Si vous regardez les cycles de très long terme, il y a quelqu'un qui a fait une très bonne analyse. Ça ne bouge pas pendant 2 ans. Et puis, d'un coup, ça se met à démarrer. Moi, je savais que ça démarrait fin octobre, fin 2020, parce que c'était vraiment toujours la même chose. Et ça démarre pour une période d'1 an et demi, 2 ans. Donc, il y a encore 6 mois de hausse, peut-être, du Bitcoin, avec une multiplication par 4 au maximum. Voilà. Mais par contre, des risques que ça divise par 5 ou 10. Hein, donc, c'est très risqué. L'or, vous avez moins de risques. Et ça, c'est très utile. Pour l'énergie, essayez d'isoler votre maison parce que les prix de l'énergie pourraient flamber de façon assez folle à un moment donné. C'est une possibilité avec le risque de pic pétrolier. Bon, pour l'alimentation, etc., il y a aussi des problèmes, mais ça, c'est dur de se prémunir là-dessus. Donc, individuellement, on peut faire ça, mais ce n'est pas génial. Hein. En fait, la seule manière de s'en sortir, ça va être collectif de toute manière. De toute manière, c'est une crise de l'individualisme. C'est une crise de la société qui s'est éclatée sous l'individualisme. C'est logique, hein, puisque quand vous dites qu'il n'y a que la liberté qui compte, les individus deviennent totalement individualistes. Et le problème qu'il y a, réfléchissez, si les individus de base sont individualistes, les individus en haut sont individualistes, mais en plus, ils ont les manettes et ils ne s'en servent que pour eux. Vous comprenez la situation. Donc, c'est ces gens-là qu'il faut absolument renverser, mais les renverser pour un vrai projet politique et un projet politique qui soit collectif. Une chose, moi, je suis en train de travailler sur ces sujets-là. C'est pas simple. Il faut trouver de nouvelles philosophies, mais en tout cas, il faut mettre au cœur de cette philosophie le bien commun, très clairement, le bien commun. Et vous, amis suisses, gardez votre nation. Vous avez beaucoup de chance d'avoir votre nation parce que la nation, c'est un lien au collectif. Et vous avez ça, et en plus avec les référendums d'initiative citoyenne. Et vous êtes énormément protégé par le référendum d'initiative citoyenne, même si j'entends dire que certains votes sont bizarres. Mais bon. Oui. Il y a des votes bizarres récemment, plusieurs fois, où parfois le politique n'applique pas les volontés du peuple. Ça, c'est encore un souci. Par rapport à effectivement l'immigration. Et puis, pour terminer, peut-être une remarque, mais je vous laisserai le mot de la fin, c'est que on abonde, évidemment, et je crois que mon public abonde dans l'idée de vouloir créer du collectif. Néanmoins, et là on sort de l'économie pour arriver peut-être dans l'anthropologie, c'est que le collectif est très difficile à mettre en place lorsque une société est particulièrement hétérogène, ethniquement sans doute. Aujourd'hui, quand on parle de tiers-monde, certaines villes en Europe, me rappellent certaines villes dans lesquelles j'ai travaillé en Afrique et au Moyen-Orient. Mais peut-être pire que cet aspect-là qui est encore l'ethnie, bon, c'est un marqueur, mais surtout culturellement. Et lorsque les cultures sont tellement différentes et même ne se mélangent plus du tout, et qui pourrait blâmer certaines cultures de vouloir se mélanger à des cultures qui, dans les mœurs, je vais rester très, très métaphorique, mais euphémique, je veux dire, ont des activités ou mettent en avant plutôt des petits pourcentages de mœurs qui sont tout à fait marginaux et qui certes ont été tolérés pendant longtemps en Europe, mais pas dans les lieux d'origine de ces cultures-là.
Bon, ils essaient toujours de faire apprendre à voler à certaines Et vous minorités. savez, si je me permets, en travaillant mon livre sur le problème de la liberté, je me Oui, suis rendu compte qu'en vieux français, on avait deux termes. On avait la liberté, qui était le terme positif, et la oui. licence. La Et là, ce dont licence. vous parlez, c'est la licence. Et la licence, en fait, la Exactement. définition, je vais aller chercher, c'est liberté excessive qui tend au dérèglement moral. Je crois Oui, qu'on et surtout à la mise en avant de cas extrêmes, parce qu'en réalité, il n'y a c'est pas de vrai. souci, en fait. Et donc, cette hétérogénéité, on a de l'huile, du vinaigre, du pétrole, de l'eau, et on essaye de... Comment créer du commun alors qu'on est dans des situations, c'était déjà pas évident avant. Vous vous souvenez, les guerres du 19e siècle entre les libéraux, les communistes, les royalistes, les dreyfusards, les non-dreyfusards, enfin, pour prendre l'exemple français. Mais là, aujourd'hui, on est segmenté, et c'est très intéressant pour le marketing, évidemment, et on est segmenté en des dizaines et des dizaines de groupes extrêmement hétérogènes, extrêmement peu miscibles. Comment vous voyez évoluer cette situation-là? Mais c'est pas miscible d'ailleurs en France, hein, je parle en France que je connais, entre les classes supérieures de la société et le reste de la société, c'est pas miscible. On a un énorme mépris de classe pour tout le reste. De toute manière, il faut arrêter complètement les flux d'immigration, hein. Les Suisses l'avaient demandé, effectivement, ça n'a pas été possible, et ça n'a pas été possible pour une raison très simple, c'est que même si vous n'êtes pas dans l'Union européenne, vous subissez l'Union européenne. Et c'est vrai que c'est quelque chose, je l'ai travaillé, je m'en suis rendu compte il y a 2 3 ans. Tiens, mais on avait beaucoup critiqué les Suisses qui avaient fait le référendum d'initiative citoyenne sur l'immigration. Vous avez été vilipendés dans toute l'Europe, et finalement, vous n'avez même pas pu l'appliquer à cause des règles de l'Union européenne qui vous l'a imposé. J'ai une petite anecdote pour vous. Et peut-être que vous savez ce genre de choses. J'ai un ami qui travaille à Berne. Et en fait, il m'a expliqué qu'en fait, les élites suisses sont, bon, ça vous devez le savoir, très europhiles. C'est-à-dire qu'il me dit, mais en fait, s'il n'y avait pas le référendum d'initiative citoyenne, on serait déjà dans l'Union européenne et la Suisse serait comme la France dans la même situation. Donc vraiment, béni le référendum d'initiative citoyenne. Alors, comment est-ce qu'on va faire? Première chose, il faut arrêter les flux d'immigration en France. Assimiler les personnes qui n'ont rien à y faire parce qu'elles sont clandestines n'ont pas à rester. Elles sont venues illégalement, elles n'ont pas à rester, ça c'est clair. Ou en prenant peut-être en compte quelques situations totalement exceptionnelles. Ça, c'est la première chose. Mais après, il y a une vraie volonté d'assimilation, hein, je veux dire aussi. C'est-à-dire que si on relance la machine économique, on va se retrouver et qu'on relance la machine économique pour faire vraiment quelque chose, pour faire monter aussi les classes populaires et moyennes, redistribuer du travail de qualité. À ce moment-là, en fait, on peut aussi entraîner ces gens à s'assimiler. Ça, c'est une chose. Après, il faut arriver, ce qui me paraît moi le plus dur, c'est d'arriver à ce que les gens qui se pensent aujourd'hui beaucoup comme des individus et ont oublié tout l'aspect collectif et la sphère collective, se dire voilà, on veut un projet commun. Alors moi, dans la partie du projet, ce qui me semble fondamental, c'est l'écologie. J'ai écrit un bouquin sur la transition écologique et je pense que ça, c'est un magnifique projet sur lequel tout le monde est d'accord. Les Français sont tous d'accord dessus. C'est un pays très écologique, contrairement à ce que disent nos politiques qui adorent nous dénigrer. La Suisse aussi. De toute manière, la France et la Suisse sont généralement, et avec la Suède, 1, 2, 3 dans les classements mondiaux de l'écologie. Ben voilà, là, on peut faire des belles choses. On peut entraîner la population, produire notre énergie sur place, qu'elle soit nucléaire. On peut aussi faire des énergies renouvelables. Et puis, l'agriculture, de l'agroécologie. Voilà, là, il y a un formidable champ pour se retrouver, se mettre d'accord. Après, c'est pas clair. Ce qui est très complexe, c'est sur quelle philosophie on va s'appuyer. Parce que le problème, c'est la philosophie des Lumières, pour moi, qui nous a mis dedans, le libéralisme. Et moi, je pense qu'il faut un retour à la philosophie antique. Clairement, la philosophie d'Aristote. Quand je lis Bien sûr. Aristote, moi, ça me sert énormément, même en termes politiques. C'est d'une incroyable puissance et d'une incroyable justesse, quoi. En fait, il dit que l'individu aide à l'épanouissement de la société euh, en s'y intéressant, en y participant, et inversement, ça fait système. La société a besoin que les individus fassent corps avec elle, s'y intéressent, pour que tout se passe le mieux possible. C'est un système différent. Passer d'un système individualiste à un système beaucoup plus collectif, sans cependant détruire l'individu. Sur ces paroles de grande sagesse, auxquelles j'adhère, merci beaucoup. Et peut-être ce sera le thème de l'écologie d'une autre interview. Avec grand plaisir. Je vous remercie beaucoup. Très bonne soirée à vous. Merci.